Lundi 25 septembre 2023 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, bonjour et surtout merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV. Nous repartons pour toute une semaine en information, mais une information en toute convivialité de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous avons rendez-vous avec vous téléspectateurs et nous à notre niveau, on fera toujours un effort de vous servir toujours pour que la chaîne de télévision Info TV continue de monter et de monter encore. Au canal 307, sur Canal Plus International, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Tout à l'heure, on accueillera comme cela se doit le TVB, Théophile Vianney-Billa, pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernardo Basson, rassurez-vous, était déjà confortablement installé pour la dénonciation de ce lundi matin. On terminera par l'instant de l'analyse. L'instant de l'analyse de ce lundi nous amènera à évoquer la mémoire, mais surtout le travail de ce que nous avons baptisé les nationalistes, mais que malheureusement d'autres ont appelé des maquisards. Que sont-ils devenus en ce moment? Avez-vous l'impression que les nationalistes africains ont été reconnus comme cela se doit au regard du travail qui a été abattu? Avez-vous l'impression que les nationalistes africains, oui, ceux qui ont donné de leur énergie, de leur temps et surtout de leur sang pour que nous soyons libres, avez-vous l'impression, disais-je, que cela ont été reconnus par les chefs d'État africains? Sinon, pourquoi? Si oui, comment? Ce matin, nous marquons un arrêt pour rendre un vibrant hommage à cette catégorie de personnes en Afrique, le continent noir. Merci d'être en direct sur Info TV. Et nous commençons par accueillir nos amis qui sont déjà présents comme d'habitude pour justement ces échanges. Révérend Docteur Ella Bertolo, bonjour. Bonjour mon frère et très particulier spécialiste directeur d'Info TV. Parfait, merci vraiment. Tous les fois que tu as besoin de moi, je suis disponible parce que ton plateau reste un des plateaux les plus sincères, vrais et réalistes du Cameroun. Ah bon? Ouais. Quand je suis invité, je fais un effort d'être présent tout simplement parce que je sais que je vais me faire entendre de la manière la plus noble, la plus réelle possible. Je ne veux pas venir me battre sur un plateau. Je ne vais pas venir donner des coups de poing ou en recevoir. Donc, c'est ce qui est bien quand on est assis sur ton plateau. Merci, révérend docteur Ella Bertolo. Je voudrais dire que vous êtes incontournable pour ce que nous appelons la diaspora camerounaise. Vous-même, vous avez passé plus de 20 ans du côté des États-Unis. Pour l'instant, vous faites, j'ai failli dire, une balade. Vous vivez entre les États-Unis et le Cameroun. Comment se porte cette diaspora camerounaise? Oui, la diaspora camerounaise est en train de faire les efforts nécessaires pour être reconnue sur le plan national. Après avoir passé pratiquement plus d'une décennie, presque deux, aux États-Unis, j'ai, après le passage du chef de l'État, suivi cet appel du retour de la diaspora, qui ne se fait pas avec toute aise, avec toute aisance, mais qui fait son bonhomme de chemin. Comme je le disais ici sur le plateau la dernière fois, l'or n'est pas un produit qu'on cueille au-dessus de la terre. Même le retour de la diaspora devrait être un chemin de longue haleine que nous menons. Je ne peux pas cracher sur les doigts en disant que je regrette d'être revenu. Non, je suis fier d'être revenu, je suis fier de revenir au Cameroun. Et j'invite tous ceux qui veulent, en tenant compte qu'aucun succès ne passe sans effort. Donc s'il faudrait que nous venions nous battre, nous forcer à nous réinsérer, surtout sans se prévaloir une suprématie quelconque. Parce qu'en réalité, aller à la diaspora, c'est aller apprendre quelque chose. Tout à fait. Et revenir ici, c'est contribuer à ce que les autres qui ont sur place ont acquis pendant que vous n'étiez pas là. Tout à fait. Donc c'est une complémentarité qu'il faudrait mettre en valeur. C'est pour ça que nous attendons plus aux gouvernants d'accompagner cette diaspora pour qu'elle ne se perde pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous savez que le tamis est en train de se faire. La diaspora investissante se démarque. Les casseurs d'ambassade se connaissent. Et on n'a pas peur des casseurs. Eux, ils n'ont pas peur de nous. Nous, on investit. Après, on va discuter le Cameroun. Et après, vous ferez le bilan. Quand on va faire le bilan, ce sera un bilan où j'ai toujours dit aux gens, les gens font une erreur de toujours dire qu'un verre à moitié vide ou à moitié plein,
Ça oublie qu'un verre qui est à moitié plein est forcément à moitié vide. Donc personne ne prétend que parce qu'il bavarde beaucoup, qu'il est plus fort que celui qui ne bavarde pas. Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, le message est passé, rassurez-vous. On va accueillir, comme cela se doit, le sucre national. Lui, c'est Bernard Basson, mais que nous appelons affectueusement sur ce plateau Bernardo. Lodi, fils du côté de Gambé. Il est encore en poste ce matin. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les co-discutants ce matin. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Le sucre national pour les filles, il faut préciser. Ah bon? Ouais. Vous savez que... Vous ne voulez pas d'amalgame? Non, je veux pas de confusion, surtout. Surtout pas de confusion. Surtout que le contexte est bizarre. Voilà, le contexte ne s'y prête absolument pas pour que des confusions émergent. Donc, je suis content d'être là ce matin. J'adresse un bonjour cordial à toutes les populations de Ngambé, à toutes les populations originaires de Bodbi, à toute la grande communauté bassa camerounaise et à tous ceux qui nous reçoivent du côté du Maryland aux États-Unis. Du Maryland. Wow. Ouais, mais ça, c'est la ville de révérend docteur Ella Bertolo. L'état d'accueil, Du Maryland. mais j'ai immigré vers le Texas après. Parce que c'est un peu plus camerounais là-bas. J'ai beaucoup d'amis du côté du Maryland. Ouais. Beaucoup d'amis, beaucoup de... Parce qu'il y a une grosse communauté camerounaise là-bas, la plus grosse d'ailleurs. Tout à fait. Du côté du Maryland. Ouais. Nous leur disons d'un bonjour ce matin. De toutes les façons, à ceux qui nous regardent du côté des États-Unis, sentez-vous tout simplement saluer. Aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? Journée mondiale du rêve. Oui. Du rêve. Vous savez, le rêve est systématiquement et symboliquement porteur d'espoir. Le rêve nous appelle toujours à penser que le lendemain peut être meilleur ou sera meilleur. Donc, un groupe de personnes en France a pensé il y a 10 ans qu'il fallait peut-être penser à transformer le monde par le rêve. Donc, il fallait peut-être, à travers les illusions ou les fantasmes, peindre une vision du monde qu'on se chargerait de porter à la matérialité et à la visibilité. Donc cette journée a été consacrée le 25 septembre. Donc 10 ans plus tard, on célèbre la journée mondiale du rêve. Et donc on appelle tout le monde, tous les êtres humains, à rêver d'un monde meilleur et à vivre leurs rêves et à rendre effectif tout ce qu'ils ont pu concevoir dans l'imagination, dans l'imaginatif qui est constitutif du rêve. La journée mondiale du rêve. D'accord. Vous savez également que le rêve a une autre dimension. Laquelle? Une dimension métaphysique, ésotérique, tout ce que vous imaginez. Et là, ça devient plus rêve, ça devient un voyage. Ouais, donc, mais on ne va pas évoquer cela aussi. Ça veut dire quoi? Que lorsque vous rêvez, on peut aussi dire que c'est un voyage astral? Certains rêves ne sont que le produit du subconscient qui revient à la surface. D'autres rêves sont des détachements entre différents états vibratoires de l'être, si vous permettez, afin que la partie la plus lourde, celle matérielle, reste et la partie la plus subtile ou les parties les plus subtiles entreprennent une autre vie sous l'effet de l'astre éteint, la lune. C'est vrai que par moments, j'ai souvent soupçonné certains vieux, beaucoup plus les vieux. Et ils vous diront, parfait, j'ai rêvé de ceci. J'ai rêvé de ceci la nuit, peut-être parce qu'il a peur de te dire qu'en fait, il était dans ces choses bizarres. Il a vu... il préfère qu'on soit dans le rêve. Mais ne pas rêver, c'est un problème. Ne pas rêver, c'est un problème. Donc, celui qui ne rêve pas doit savoir qu'il a un problème. Merci Bernardo. On va accueillir notre ami qui nous a également rejoint sur ce plateau, Paul Yombo. Bonjour. Bonjour monsieur ici. Comment vous allez? Très bien vous-même. Ça se ressent que je vais très bien. De toutes les façons, je vais presque toujours bien. Ça se voit d'ailleurs. C'est l'une des choses qui me caractérise. Même lorsque ça va très mal, je montre toujours que ça va très bien. Paul Yombo est jeune doctorant. Il fait des études, des recherches en sciences politiques et plus précisément en relations internationales. C'est exact? Tout à fait. Comment vous allez, une fois de plus? On va très bien, même comme la communauté scientifique au Cameroun. C'est une communauté qui est mise à forte épreuve. Disons qu'on vit dans un pays, ou en tout cas dans un environnement, où l'intelligence n'est pas une valeur à égalité avec l'argent et le pouvoir. Ça, c'est Boussi Boulaga qui le disait. Du coup, ceux qui font de leur métier la recherche ont, disons, beaucoup de difficultés. Pas nécessairement des difficultés liées à des difficultés financières, mais des difficultés qui sont liées au fait que la reconnaissance sociale est quasi inexistante et ensuite la mise en œuvre, la mise en application du fruit
des recherches n'est pas souvent évidente. Et cette césure-là, précisément, qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont étudiés pourtant par les universitaires, auxquels les universitaires ont apporté des esquisses de solutions il y a déjà 20, 30, 40 ans, qu'on continue à rencontrer tous les jours dans nos rues. C'est peut-être parce qu'également, bon nombre d'universitaires ont également prêté le flanc, hein. Eux-mêmes ont accepté de temps en temps aller dans la boue, être dans des compromis, mais beaucoup plus de compromissions. Ça fait que on ne les respecte plus beaucoup. Vous ne pensez pas qu'également c'est un argument? Je pense que ils ont troqué leur casquette d'universitaire. Un universitaire qui se contredit comme il respire. Un universitaire qui fait ami-ami avec des tortionnaires. Un universitaire qui vend son intellect pour les billets de banque. Est-ce qu'on devrait encore le respecter dans la société? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que un universitaire, même s'il est partisan, ne perd pas sa qualité d'universitaire. Mais sa qualité d'universitaire est lourdement diluée. Bon, peut-être sa qualité, on pourrait dire d'intellectuel. C'est-à-dire que Todorov disait que l'intellectuel est celui qui juge la réalité à l'aune d'un idéal. Et donc, une fois qu'on a pris position sur les débats politiques qu'il y a dans la société, on est en droit de se demander si l'universitaire en question est encore légitime pour porter un regard objectif sur l'état de la société et nous dire, à son sens, là où la société devrait aller. Peut-être que c'est ça aussi qui pose problème. De toutes les façons, nous y reviendrons pour un autre débat. Mais toujours est-il que le problème que vous posez sur la table est fondamental. Merci beaucoup, Paul Yombo, d'être parmi nous ce matin. Vous allez déminer l'espace avec nous. Nous accueillons le dernier. Lui, c'est notre consultant. Le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Je n'ai dit plus notre parti depuis un certain temps. Le digne fils de Boumiebel, descendant de Omiobe. On parlera des nationalistes ce matin, sans doute aussi de Omiobe. Pierre Blériot-Niamé, bonjour. Bonjour, Parfait Aïssé, bonjour à votre panel. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Bernardo disait qu'aujourd'hui c'est la journée du rêve. Du rêve. Comme j'aime rester dans ma casquette de pédagogue, l'adjectif qui vient de rêve est très particulier. Beaucoup de jeunes ne le connaissent pas. Il faut qu'ils le gardent. C'est onirique. Tout à fait. Voilà, ça... On va pas. Alors, le rêve est une représentation de structure narrative caractéristique du sommeil, au cours de laquelle le sujet se met en scène dans des situations qui traduisent ses aspirations, ses désirs refoulés ou encore ses peurs. Ça veut dire que le rêve se produit pendant le sommeil. Tout à fait. C'est l'élément fondamental. C'est pendant le sommeil. Maintenant, il y a une transposition du mot pour qu'il soit polysémique. Quand on vous dit vous rêvez, ça ne veut pas dire que vous dormez. Ça veut dire que vous touchez à cette partie du rêve que l'on appelle gentiment l'utopie. La beauté du rêve, la beauté de la vie, c'est que nous puissions avoir des utopies. Et quand nous poursuivons nos utopies, nous devenons de grands hommes, si nous les atteignons. Autant qu'on peut, la poursuite est toujours... non, le concept est mathématique, je vais le retrouver. Asymptotique. C'est une poursuite asymptotique. Nous n'atteignons pas forcément, mais c'est bien de le faire comme ça. Je taquine maintenant l'universitaire. On ne respecte pas ce qui n'impose pas le respect. Le respect ne se négocie pas, il ne se mendie pas, il s'impose. Et il s'impose de la manière la plus juste. Moi, je convie le monde universitaire à revenir aux fondamentaux. Il faut que les universitaires, parce qu'ils sont présupposément les plus intelligents de la société, qu'ils trouvent les voies de contournement du mépris dont ils sont victimes. Il faut qu'ils se redonnent de la valeur. Parce que l'argent hier était au service des universitaires, vous savez. Il y a eu une époque ici, sous la coopération française, où des professeurs d'université gagnaient carrément 2 millions, il y a très longtemps. À cette époque. Vous pouvez imaginer. Le professeur Joseph Ngoué, philosophe, de la Croix du Sud, s'est séparé de son épouse lorsqu'on a baissé les salaires. Son épouse lui a dit,
rentrons en France, Ngoé a dit non. Je ne peux plus rentrer en France. Elle était également enseignante. Elle est rentrée avec les enfants. Ngoé est mort seul ici au Cameroun, abandonné carrément. C'est le triste sort. Mais comment les universitaires ont réagi à cette façon de faire? La société camerounaise a traversé un moment difficile pour tout le monde. Mais quand les choses ont commencé à s'améliorer, les universitaires n'ont pas su tenir la dragée haute. Quelques-uns sont allés prendre leur part dans le mapartisme, oubliant la grande masse. Et vous voyez que même les syndicats des universitaires ne fonctionnent pas. Si à ce niveau, on peut encore vous entourlouper, c'est-à-dire moins intelligents que vous, c'est-à-dire les politiques, ils sont moins intelligents que vous. Mais comment ils réussissent? En général, quand vous voyez quelqu'un en politique, sachez que en général, l'école l'avait dépassé. Pas au Cameroun. En général, l'école l'avait dépassé. Tous les politiques au Cameroun sont ceux-là qui sont professeurs. Non, c'est pas les politiques là-bas. Les politiciens, c'est des gens qui avaient laissé l'école la plupart du temps plus tôt et ont commencé à entourlouper les gens au quartier. Merci. Et ils le font. Des enrangeurs de fou. Voilà. Merci. Donc, la citation. La citation donc de ce matin. Nos modèles traduisent nos états d'âme. Le semblable attire le semblable. Nos modèles traduisent nos états d'âme. Le semblable attire le semblable. On peut un tout petit peu expliquer? Bien évidemment, parfait ici. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde veuille faire de vous son modèle. Chacun se choisit des modèles en fonction de sa manière d'être profonde. Quand on dit tel est mon modèle, il y en a qui ont pour modèle les gens qui ont de l'argent. Ils ne veulent pas savoir l'origine de l'argent, ce n'est pas le plus important. Il faut avoir de l'argent, c'est mon modèle. Il y en a qui sont fascinés par l'intelligence. Mais le choix de nos modèles traduit toujours notre... Parce que chacun va vers ce qui lui ressemble. Vous savez, un professeur avait posé la question à un élève un jour, si on vous propose de l'argent, et d'un côté et de l'autre côté l'intelligence, vous prenez quoi? L'enfant a dit, je prendrai l'argent. Le professeur lui dit, non, moi je prendrai l'intelligence. L'enfant lui a répondu, chacun prend ce qui lui manque. C'est un enfant mal élevé. Ce propre cogne un peu. Moi je suis déjà intelligent. C'est l'argent qui me manque. Mais toi, si tu cherches encore l'intelligence, ça veut dire que c'est ça qui te manque. Merci Pierre Blériot. Vous nous faites rire ce matin comme des bambins. Merci pour cette sagesse, comme d'habitude, matinale. Le décor est planté. À tout de suite pour la suite. Lorsque vous voyez afficher l'actu presse, sachez que nous accueillons déjà Théophile Vianney-Billa et TVB, bonjour. Perfecto, bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos fidèles téléspectateurs. Je salue particulièrement nos téléspectatrices les plus fidèles et les plus charmantes qui nous regardent à l'instant. Tous les matins à partir de 6h45, le jeune garçon vous donne la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Il remet cela de manière magistrale à partir des 10h. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin relaient pas mal d'actualités et nous ouvrons cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mvang qui s'intéresse à l'enseignement supérieur au BAT1. Ce journal nous fait donc savoir que le professeur Maurice Aurélien Sosso fait hisser le drapeau du Cameroun au Tchad. Enseignement supérieur, le professeur Sosso fait briller le pays de Paul Biya au Tchad. Le recteur de l'université de Yaoundé 1 à ce 13 septembre à N'Djamena était élu par ses pairs, président de la conférence des recteurs et des responsables des organismes de recherche en Afrique centrale pour l'exercice 2023-2024. L'enseignement supérieur et le Cameroun honoré d'après l'information qui nous est présentée ce matin en page 4 du journal Info Matin. Session de novembre vers le boycott des députés du Nord-Ouest. C'est la une de ce journal. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale? Le journal nous fait donc savoir en page 3 que dans une lettre adressée ce 22 septembre 2023 au président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, les 20 élus de la région RDPC SDF dénoncent leur sous-représentativité au sein du bureau et conditionnent désormais leur présence à l'hémicycle au limogeage du directeur de cabinet du PAN, Boukar Abdourahim, par ailleurs son gendre. Ce dernier, dans une sortie le 28 août 2023 à Tokombéré, affirmait entre autres: nous avons arraché les postes aux
autres ethnies à l'Assemblée. Le journal revient donc sur cette affaire ce matin en page 3. Le Messager parle également de l'Assemblée nationale au bas de une, au bord de l'implosion, s'exclame le journal de Feu Pius Ndiawe. Ce journal qui est géré par Jean-François Chanon nous fait savoir qu'écarté du bureau, des députés du Nord-Ouest menacent de boycotter la session de novembre. Et cette actualité triste qui barre la une de ce journal. Alain Djipou Passécué, le repos du guerrier, chef service culture, puis tour à tour coordonnateur de la rédaction centrale, rédacteur en chef, grand reporter et conseiller du DP jusqu'à son décès. Il a rangé sa plume samedi dernier. C'est bel et bien le journaliste du journal Le Messager qui a donc rangé sa plume, et ce journal lui rend hommage ce matin de la page 6 à la page 7. Eau et électricité, on en parle avec le journal La Météo. Ce hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage nous fait donc savoir que Paul Biya abreuve et éclaire le septentrion à travers le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Le président de la République tient ses promesses. Gaston Elunwe Somba, au cours de sa mission à Marois du 19 au 23 septembre 2023, accompagné du directeur général de la Camwater, Blaise Moussa, a lancé les travaux de la deuxième phase du projet d'alimentation en eau potable de 9 villes, instruit par le chef de l'État. Il permettra à terme à la première cité du renouveau de doubler sa capacité de production actuelle avec un total de 25 000 mètres cubes d'eau par jour. On nous fait également savoir que le DG de la SCDP a procédé à la mise en service des centrales solaires photovoltaïques de Marois et Guider qui fournissent 30 mégawatts. La nouvelle de Jacques Blaise Mvier parle également de cette même actualité. Eau et énergie à l'extrême nord. Paul Biya tient ses promesses. Actualité à lire en page 3 du journal La Nouvelle. Grand Nord, que la lumière soit, nous dit donc ce matin le journal de Georges-Alain Boyomo. L'inauguration des centrales solaires photovoltaïques de Marois et Guider vendredi s'inscrit dans une stratégie globale de renforcement de l'offre énergétique dans le septentrion dont les effets bénéfiques sont déjà palpables. Le jour d'Aman Manana pas loupé cette actualité et ce journal nous la présente en pied de une. L'électricité, les centrales solaires de Marois et Guider entrent en service. C'est ce que nous dit le journal Le Jour de la page 2 à la page 3. L'indépendant de Max Panjo parle également de cette même actualité. Eau, électricité, l'envol du Grand Nord, travaux effectifs de la phase 2 du projet d'alimentation en eau potable de 9 villes septentrionales et mise en service des centrales photovoltaïques des villes de Marois et de Guider. Le quotidien de Jules Brice Ngaba s'intéresse également à cette électrification du Grand Nord et présente ici les résultats du président Paul Biya qui sont là et expressifs. Le journal revient donc sur cette actualité en grande une et nous la présente ce matin. Repère n'est pas en reste et le journal Repère titre en grande une: eau potable, région sahélienne. Paul Biya honore ses engagements. De nouveaux ouvrages en construction porteront de 12 000 à 25 000 mètres cubes d'eau le volume journalier, soit le double de la production actuelle de la ville de Marois. Sans détour parle également de l'eau et de l'électricité. Les engagements de Paul Biya tenus dans le Grand Nord. Le journal présente l'actualité en grande une ce matin. Bonne nouvelle, le kilogramme de cacao vendu à 1760 francs CFA. Actualité à lire au bas de une du journal Sans détour de Nestor Diatou. Et si on retrouvait le journal de Guibaï Gatama, l'œil du Sahel, qui reste donc dans le septentrion et qui nous parle bel et bien de ce qui s'est passé du côté de Bagno. Le préfet enferme un chef traditionnel et ses 17 sujets. Le journal nous le fait savoir ce matin et revient donc sur cette affaire. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Bagno? Le journal L'œil du Sahel nous livre l'intégralité de cette actualité ce matin en page 3. Parlons à présent de magistrature avec le journal de Francis Bonga. Le Témoin, c'est bi-hebdomadaire d'information générale et d'enquête, parle de magistrature ce matin et nous fait savoir que 4 promotions formées sont au quartier depuis 4 ans. 4 promotions formées et au quartier depuis 4 ans. Le Cameroun est donc définitivement en panne. Tout est bloqué. Pas de conseil de ministre, pas de conseil supérieur de la magistrature. Plusieurs postes ministériels sont vacants. Le pays est au point mort. Comment comprendre cet état de choses? Le décryptage nous est présenté ce matin au journal Le Témoin de Francis Bonga. Nous refermons cette revue de presse avec le journal Cameroun Tribune
une, le quotidien bilingue gouvernemental parle de la Coupe du Cameroun. Faut-vous plus fort? Le club de Baham a remporté hier le trophée d'édition 2023 devant PWD de Bamenda, 2-0. C'était au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, au terme d'une finale qui a également marqué la clôture de la saison sportive sous les yeux du Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté, représentant personnel du chef de l'État à cette rencontre sportive. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce journal et cette actualité sportive que nous refermons dans cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV ce lundi 25 septembre de l'an de grâce 2023. Merci de nous faire confiance dans le cadre de l'information. C'était bel et bien la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney-Billa, avec 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs ou encore 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Vous avez votre journal et vous avez la quintessence de l'information. Ne vous contentez donc pas des unes, allez vous offrir un journal pour avoir l'ensemble de l'actualité disponible en kiosque ce lundi. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci Al Perfecto, merci à votre panel, merci également à nos téléspectateurs fidèles. Merci TVB pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, c'est pour nous donner le fait saillant qui attirera notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Aux 19h et aux 20h sur Info TV, on restera en sport pour parler ici de la Coupe du Cameroun qui s'est donc refermée hier et qui a connu la victoire de Fovu de Baham. On reviendra sur les contours de cette célébration du ballon rond du côté du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé avec toutes les forces vives qui étaient représentées de ce côté. On va donc présenter de fond en comble l'organisation de cette fête du football et on reviendra sur la clôture de la saison sportive au Cameroun. Vous savez que lorsqu'une saison se clôture, ça veut dire que bel et bien une autre s'ouvre. Donc on parle donc du sport aux 19h et aux 20h ce soir avec bel et bien la Coupe du Cameroun. Il faut dire que Fovu a eu raison oui. de PWD de Bamenda. Exact. 2-0. 2-0. Une finale du Cameroun qui était présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Exactement. Chief Inonye Fran. Docteur Docteur John Ngouté. John Ngouté. Oui. Je voulais savoir si vous étiez attentif. Exactement. Et je suis très attentif. Docteur Chief John Ngouté. Oui. C'était présidé justement par lui, le Premier ministre, chef du gouvernement. Félicitations donc à Fovu Club de Baham. Oui, ce club qui fait la fierté de nos frères en ce moment. Vous savez, depuis hier, c'est la joie totale. Et PWD de Bamenda n'a pas démérité. Nous avons vu cette forte mobilisation. C'est d'ailleurs ce que nous saluons lors de cette rencontre, une forte mobilisation malgré la fine pluie qui a arrosé le stade hier. Il y avait beaucoup de supporters du moins au stade pour accompagner et encourager le football camerounais afin naturellement qu'on puisse soulever plus haut et redorer le blason de ce football qui depuis un certain temps est un tout petit peu au bas de l'échelle. Donc il est très important qu'ensemble nous puissions redorer l'image du football camerounais et les supporters ont compris qu'ils ont également leur rôle à jouer. Quelqu'un m'avait dit qu'il fallait redonner au football toute sa grandeur. J'ai oublié le nom de cette personne. TVB. Oui, il y a perfect. À demain 10h. Avec le même plaisir. Très bonne suite d'émission. Merci. Alors, on dira donc merci une fois de plus à TVB pour cette actualité fraîche. Nous marquons notre... Nous sommes de ceux qui pensons que si vous êtes victime d'abus au niveau de votre localité, au niveau de votre ville, au niveau de votre pays, une seule adresse, Info TV. Ici, nous pensons que nous avons droit tous à une meilleure justice et nous appelons cela ici la dénonciation. La dénonciation du jour est encore l'œuvre de Bernardo. Parfait, ici, aujourd'hui, j'avais une dénonciation prévue, mais elle a changé en cours de route parce que... Ah bon? Oui, quelqu'un m'a laissé plusieurs messages, depuis plusieurs jours et m'a relancé ce matin, donc j'ai pris la peine de lire. C'est une jeune fille qui se plaint depuis 2 semaines du comportement de son père et qui dit qu'elle a des envies de suicide. Ah bon? Voilà pourquoi jusqu'à ce niveau. Je porte parce qu'elle me semble sérieuse. Je porte la fête sur la place publique parce qu'elle me semble sérieuse. En fait, elle estime que depuis qu'elle a 6 ans, son père ne la comprend pas. Systématiquement, il la gronde, il la blâme, il la frappe. Pour elle, il ne fait jamais rien de bien.
Donc, ce système de rejet qu'elle ressent et cette succession de brimades, d'admonestations, de tansements qui lui sont déposés systématiquement sur le corps finissent par la frustrer. Et aujourd'hui, elle pense que ce monsieur ne l'aime pas. Il n'est peut-être pas son père, lui a sûrement caché quelque chose et elle pense à se suicider. Donc, elle aimerait savoir ce qu'elle peut faire face à la situation. Également, elle aimerait qu'on en parle ce matin pour lui suggérer 2-3 choses. Elle regarde en ce moment. J'aurais quelques 2 ou 3 petites questions pour mieux comprendre un peu cette situation. Pour l'heure, elle a quel âge? 18 ans. 18 ans. Elle vit avec son père. Et sa mère. Elle est la seule et elle a des frères et des sœurs. Elle a une petite sœur. Une petite sœur. Première année université à Yaoundé 2. Qui est en première année? La jeune fille. Ah, à Yaoundé 2. Ouais. Donc, À 18 ans. elles ne sont que 2. Oui, elles ne sont que 2 à ses parents. 2 à ses À parents. leurs parents, oui. Elle se plaint que son père la torture un peu trop. Depuis Mentalement, qu'elle a 6 surtout. ans. Oui, qu'il est toujours en train de la blâmer, elle ne fait jamais rien de bien, il lui reproche tellement de choses, toujours violent vis-à-vis d'elle. Pour peu qu'elle fasse une chose bien, elle n'a jamais de compliments positifs. Dès qu'elle fait une chose mal, elle est tout le temps blâmée, tout le temps brimée et par moments même frappée. oui, par moments frappée. Elle estime que c'est un peu trop, elle n'arrive pas à lui parler, elle parle à sa mère lui dit bon, ton père il est comme ça, on va l'accepter comme ça, et elle ne sait pas quoi Il faire faut pour sortir de supporter. la situation. Donc voilà, Et elle est au bord du suicide. elle est au bord du suicide. Je vous passe la parole, Paolo. Alors, moi j'ai 3 commentaires que je peux faire par rapport à cette situation. Oui. La première, c'est de revenir sur le comportement du père. Le premier. Le premier, excusez-moi. Le premier, c'est de revenir sur le comportement du père. C'est que on a très souvent l'habitude de penser que quand on aime son enfant, on dit, vous connaissez le dicton, qui aime bien châtie bien. Et on ne peut même pas faire d'omelette sans casser les œufs. Voilà. Ça, ce sont les dictons des dictateurs. Cependant, ceux qui s'intéressent à la pédopsychologie, ceux qui s'intéressent à tout ce qui est science de l'éducation, savent très bien quels sont les effets du renforcement négatif excessif. Ce ne sont pas des effets positifs sur la croissance, le développement de l'enfant. Et donc là, on peut peut-être subodorer qu'il s'agit de quelque chose de ce genre-là. Ça, c'est le premier commentaire. Ensuite, toujours dans cette veine-là, étant africain et bantou, on croit souvent que c'est dans notre culture de brimer les enfants. Alors qu'en réalité, c'est un legs colonial. La colonisation nous a fait penser que nous étions des gens qui naturellement violents, excessifs. On est même allé plus loin. On a dit que les oreilles du nègre se situent au niveau de son postérieur. Et donc, il faut de temps en temps le brûler pour que le nègre écoute. Tout à fait. Et c'est donc ces atavismes-là, en tout cas, c'est ce legs-là qui fait que parfois on a l'impression que les éducateurs en Afrique, y compris les parents, ils vont un peu trop fort au niveau du renforcement négatif. Donc au niveau du fouet, c'est quelque chose qu'il faut discuter avec un peu plus de sérieux. Le dernier point, c'est la santé mentale. Je vais peut-être vous surprendre, mais le continent qui a le plus de tentatives de suicide, c'est le continent africain. Ah bon? Oui. J'invite chacun à regarder les statistiques. Le continent qui a le plus de tentatives de suicide, c'est le continent africain. Ça signifie qu'il faut qu'on commence à prendre ces questions-là au sérieux. Ça signifie qu'il faut qu'on commence à s'interroger sur ce qui ne va pas dans nos sociétés et sur comment accompagner les gens qui se donnent au suicide. Bon, la démographie qui est la plus touchée par le suicide, ce n'est pas celle de la jeune fille. Les femmes font plus de tentatives de suicide que les hommes, mais les hommes réussissent plus parce que les hommes utilisent plus de moyens. Et généralement, ce sont les hommes entre 25 et 40 ans qui sont les plus touchés par cela. Mais il faut prendre la situation de cette jeune fille-là très au sérieux. Alors, puisque vous la prenez donc au sérieux, Bernardo nous dit qu'au moment où vous êtes en train de parler, cette jeune fille vous regarde et vous écoute. Qu'est-ce que vous lui dites? Elle veut se suicider. Bon, en fait, moi, je ne suis pas un psychologue. Et donc, elle n'a qu'à se suicider. Je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un psychiatre. Et je ne l'ai pas en face de moi. Donc, je ne suis pas apte à la prendre en charge de quelque manière que ce soit. Ce que je peux dire... Je préfère simplement dire qu'il faut prendre la situation au sérieux. Ce que je peux dire en tant qu'aîné, par contre, et là, c'est peut-être une catégorie dans laquelle je me sens plus à l'aise. En tant qu'aîné, je peux lui dire de
prendre son mal en patience, c'est-à-dire qu'elle a 18 ans, elle est déjà à l'université. Donc, la cohabitation avec son père peut être difficile. Je crois qu'on a tous vécu des cohabitations parfois difficiles avec les parents. Mais ça va finir. Très bien. D'ailleurs, elle est déjà à la fin du calvaire. D'accord. Révérend docteur Ella Bertolo, votre copanéliste pense que nous avons un legs colonial, le fouet, et que certains parents comme vous en abusez. Maintenant, nous avons un cas sur la main, une fille qui risque de se donner la mort. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Cette situation va m'amener à faire un très gros développement. Premièrement, je ne voudrais pas qu'on fasse croire aux gens que ce que nos parents avaient comme manière de... Je suis le fruit d'une éducation stricte. Le fruit du fouet. Du fouet. Vous avez été tellement fouetté. Que mon père a réussi à me remettre sur le chemin avec le tous fouet. mes amis sont soit des braqueurs, soit des bandits de grand chemin. C'est-à-dire que le chemin que j'avais emprunté, la seule pièce pour laquelle fallait être dur. Mon père a réussi à me mettre sur le chemin avec cette éducation. Il en a fait son héritier. Aujourd'hui, mes frères peuvent vous dire combien je suis un homme. Je dis exact. L'amour que mon père avait pour moi, je me suis rendu compte que quand je suis devenu moi-même père. Je vais dire quelque chose déjà à la jeune fille. Tellement il vous aimait qu'il vous fouettait beaucoup. Mon père était un enseignant. Il ne voulait pas pour rater votre vie. Pas du tout. Donc, je voudrais dire ceci. La jeune fille, à 18 ans, est à l'université. Son père l'a accompagnée parce qu'il veut peut-être quelque chose. Peut-être qu'il est excessif dans sa manière de mettre la pression sur sa fille. Mais je vais dire une chose. Si on peut revoir le comportement du père qui ne soit pas excessif, la rigueur dans l'éducation des enfants est la chose qui est en train de décrépiter ce pays. Vous regardez un seul côté parce qu'elle va se suicider. Mais je peux vous dire pas comment les enfants, combien d'enfants pour qui on ne met pas une éducation, fument le chanvre, entrent avec des couteaux. C'est-à-dire que maintenant, parce qu'on compte sur un cas. Tombe dans la débauche, la prostitution, on va faire sur un cas. Et on va le laisser, on va dire aux autres, non, ne touchez pas vos enfants. On va se faire braquer par nos enfants. Aux États-Unis, je me souviens, un enfant a dit un jour à son père, que son père bavardait beaucoup, il l'a molesté. Stop talking. Donc, je dis ceci. Ce n'est pas des sociétés à copier. L'éducation doit être rigoureuse. Au Cameroun, on a besoin d'une éducation. Je vais même rentrer sur le fond biblique. Le fond biblique, quand le fils d'Agar, c'est-à-dire que quand Sarah se sent mal avec la mère d'un fils qu'elle a trouvé, elle ne se casse pour marier que non, je ne me sens plus mal, il faut les chasser. C'est l'extrémité. Dieu trouve un moyen pour arranger ça. Mais je veux dire, le sentiment d'accompagnement des enfants. On dit que tout excès éliminé doit être revu au Cameroun. Je suis de ceux qui pensent, pas que la chicotte, mais qu'on laisse les enfants être éduqués par leur éducateur, qu'on n'arrête pas même parce qu'un enfant était dur, que les parents ne viennent pas. Cette fille, on a besoin de revoir, elle est quand même à l'université. Peut-être qu'elle n'a pas trouvé le bon moyen de communiquer avec son père. Moi, j'ai 4 filles. Toutes sont en dehors de la dernière. Les 3 premières sont à l'université. Ma première fille est comme mon chef de famille. Aujourd'hui, elle parle, je l'écoute. C'est-à-dire que tout le monde a dit que tu étais dur avec cette fille. J'en ai fait mon garçon. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, parfait, dans le monde entier, si j'ai une entreprise. Ma fille est... C'est-à-dire que j'en suis extrêmement fier. Mais je n'ai pas été tendre avec elle. Je ne l'ai peut-être pas molestée. Mais je n'ai jamais, de manière directe, dit, c'est bien, je dis, tu te barres. Elle est allée à l'excellence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma fille est pratiquement l'excellence pour moi. Je regarde ma fille du haut. Donc, je ne voudrais pas qu'on prenne un cas pour en faire un cas où tous les parents doivent laisser la nature éduquer leurs enfants. C'est-à-dire que laisser tout faire. Que cette fille, que le cas soit traité de manière isolée. Surtout que, pas que les enfants aujourd'hui, mon père, moi j'ai vu des enfants aujourd'hui dire à leur père, tu n'as rien à me dire. C'était avant. Et il dort dans la maison du père. Donc moi je dis, il faudrait qu'on repense cette éducation, qu'on ne prenne pas ce cas pour être un cas... Merci. Voilà. Donc, merci révérend docteur Ella Bertolo. Pierre Blériot-Niémec,
la situation est sérieuse. Nous avons donc en face de nous une jeune fille qui menace de se suicider et Dieu seul sait que beaucoup ont menacé comme cela. Nous avons pris la situation à la légère et à la fin, effectivement, elle s'est suicidée. Nous pouvons banaliser son problème alors que la jeune dame vit une situation sérieuse. Entre-temps, deux thèses s'affrontent également sur ce plateau. Révérend docteur pense qu'il faut être rigoureux dans l'éducation. Notre ami le doctorant pense que nous en faisons parfois un peu trop. Arthur Schopenhauer, c'est un philosophe. Il connaissait la fille là, hein? Oui. Il disait dans le monde comme représentation, je préfère dire ça dans la langue de Berthelot. Il disait, if the criminal law forbids suicide, that is not an argument valid in the church. And beside, the prohibition is ridiculous. For what penalty can threaten a man who is not afraid of death itself? Alors, avant de dire yes, qu'est-ce que ça veut dire? Si la loi criminelle interdit le suicide, condamne, ça ce n'est pas un argument que l'Église peut retenir. Quelle est l'autre punition qui peut effrayer quelqu'un qui n'a pas peur de se donner la mort? Alors, cette fille n'a pas peur de se donner la mort, mais elle a peur des sévices de son père. Qu'est-ce que... Non, vraiment, Blériot, une fille a un problème. C'est Non, mais attends. Au moment où parle, il peut arriver que la fille a un couteau en main. Hein? Non, mais si elle se... Et tu commences à rire. Elle dit, bon, ce monsieur se moque de mon problème. Ce serait ma propre fille d'ailleurs. Ma fille a 18 ans. Que je connais très bien. Donc, c'est celle qui distribue des biscuits. Voilà, celle des biscuits là. Oh, elle a 18 ans. Si l'envie de se suicider lui prend et qu'elle se suicide, on ne va pas garder le corps dans ma maison. Bon, on va l'enterrer le même jour. Il n'y aura pas de cérémonie. Et si sa mère s'y oppose, elle ira enterrer chez elle dans son village. Aussi simple que ça, les corps des suicidés n'entrent pas chez moi. Il ne faut pas dire aux gens, cette fille doit savoir que c'est là qu'elle va tirer, puiser son énergie. Moi, 3 personnes m'ont marqué dans ma vie, et ces personnes-là constituent la force de ma vie. J'ai un frère qui a tenté 15 fois de me mettre en prison. Nous sommes issus du même ventre. Il fait partie des gens qui m'ont rendu fort. J'ai une femme qui m'a traumatisé. Elle m'a permis de maîtriser les femmes. J'ai un papa qui a été extrêmement dur. Il m'a permis d'être homme. Donc il faut qu'on arrête là. La vie n'est pas... C'est pas l'enfer. Non, c'est pas ça. Bon, tu te suicides, ma petite, sache que tu vas revenir à la vie et tu vas recommencer là où tu étais. C'est comme... Ce n'est pas qu'on ne saute pas, c'est une vie ratée. Tu reviens simplement et tu recommences là où tu étais. Assume ta part. Chacun a son fou. Tu gères seulement avec ta part. Elle ne nous a pas dit, parce qu'il y a des parents qui vont plus loin. Il y en a qui abusent de leurs enfants. Abuser comment? Oui, en français, abuser, c'est... Avoir des rapports. Avoir des rapports. Non, la fille n'a pas dit ça. Non, donc... il n'y a pas ce problème-là. C'est la voix qui s'élève, quelquefois on tape sur elle. Elle croit qu'elle est à Nouvelle-Assin, on tape sur elle. Non. C'est dur chez nous. C'est dur parce que la Bible qu'il évoquait, bon, vous ne pouvez pas citer tous les versets. La Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Ouais. Donc c'est dur, ce n'est pas facile. Et ça va encore être plus dur qu'il faut qu'elle s'y prépare. Après son père, elle va rencontrer le monde. Le monstre. Et le monde, l'extérieur est agressif. Si l'on ne le veut, il nous détruit et nous rend victimes de tragédie. Ça, c'est clair. Ça, je cite encore. Donc, prépare-toi, ma fille. La vie elle-même sera encore plus dure que ce que ton père te présente maintenant. Peut-être chez eux, là-bas, c'est doux. Ici, tu travailles, on ne te paye pas. Tu
tu pars revendiquer, on te met en prison. C'est non. Quand tu es né en Afrique, Barbeau disait, la vie te mène déjà par 3-0. Donc il faut d'abord remonter le score pour être à 3-3 avant de continuer à monter. Nous ici, nous ne devons pas penser à ça. Papa est dur. Vous chutez. Mais papa va te rendre plus fort. Les temps difficiles, les temps durs créent les hommes forts. Il faut prendre ton énergie dans cette affaire. Tu as des modèles. Je te dis, moi, ce n'est que le traumatisme. Oh, moi, je ne me rappelle pas qu'on m'a dit un jour qu'on m'aimait. Je ne sais pas lequel de même que je t'aime. Moi, quand j'avais réussi au bac, au lieu de me féliciter, on dit qu'on attend de connaître d'abord la mention. Donc, on n'a même rien dit. Donc, des choses, moi, j'avais toujours des frustrations. Alors que j'étais un enfant particulièrement brillant, on disait toujours des choses. Quand j'ai engagé la vie de foyer, j'ai cru que là-bas, j'avais donc trouvé tout. Mais un matin, une femme m'a dit, ta pauvreté est insupportable. Donc, je préfère te le dire comme ça. Et j'ai vécu avec ça aussi. Mais vous savez, quand elle me l'a dit, j'ai eu envie de me suicider. Ah bon? Oui. Toi aussi? J'ai conduit la voiture, j'ai cogné un poteau. Un jeune mécanicien m'a dit, grand, tu as des problèmes de cœur. Ça va te passer dans 4 mois. Je lui dis pourquoi? Il dit que je viens d'en sortir. Donc il avait le timing. Il me dit, hein? Mon frère, tu vois les démons, tu vois les morts et tout. Et puis aujourd'hui, bon, les gens se disent souvent comment. Non, aujourd'hui, quand une femme annonce que non, vraiment, moi, si tu ne peux plus, je dis, maman, si l'envie de partir te prend, vraiment, il faut partir. Vraiment, quand l'envie de revenir te prendra, tu reviens. Pourvu que tu sois sûr que je vais encore te prendre. Non, vraiment, non. Il y aura toujours une place. Vous savez, je vais sortir par là. Il y a une femme qui quittait son mari. Et son mari était sorti pour aller au boulot. Elle a fait les selles dans la chambre. Elle a mis partout. Elle a badigeonné la chambre. Une vraie sorcière. Quand le mari arrive, il trouve la situation. Il dit, pas possible. Il referme la chambre. La femme a fait 3 ans. Elle est revenue. Avec sa famille au salon, on disait il y a une odeur. L'homme lui était habitué à l'odeur. Quand elle dit, bon, la femme, l'homme lui dit, bon, tu peux retrouver ta chambre. Quand elle ouvre la chambre, elle dit c'est un vieux. On lui dit que non, tout est dans l'état dans lequel tu avais laissé les choses. Donc, ma petite, mon enfant, la vie ici, ce n'est pas facile. Supporte ta part de père. Ton père te paye les études, il fait si je ne légitime pas sa violence, mais il faut subir ça parce que ça peut te préparer à quelque chose. Je connais un parent qui refusait de la nourriture à ses enfants. Plus tard, ses enfants lui ont dit merci lorsqu'on a divisé le salaire des fonctionnaires par 3. Sa fille était déjà capable de rester 3 jours sans manger. Et elle disait tout ça grâce à mon père. Merci beaucoup Bernardo Basson. En pareille circonstance, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Pierre Bleureux pense que la vie elle-même n'est pas un long fleuve tranquille, que cette jeune dame puisse supporter tout simplement ce papa. De façon impondérable, hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a forcément des soubresauts, des hauts et des bas, mais je ne partage pas totalement l'avis de M. Niémeke et de M. Bertolo pour des raisons particulières. Premièrement, nous ne venons pas à la vie de la même façon. Nous n'avons pas la même constitution Bernardo, mentale. Nous avons quelques petits soucis, hein. On prend une transition et on revient sur le plateau. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini. Le petit souci a été réglé. C'est Bernardo qui avait la parole. Bernardo, vous reprenez cette parole et vous poursuivez. Oui, je suggérerais de penser que on ne vient pas à la vie de la même façon. On n'a pas la même constitution mentale, la même force mentale. En Afrique, les questions de santé mentale sont extrêmement sous-cotées, sont mésestimées, sont mésévaluées et sont systématiquement rejetées par les parents. Alors qu'à la réalité,
Dès l'âge de 5-6 ans, l'âge qu'évoque la fille dans le début de son problème, les parents commencent à souder l'identité qu'on veut inculquer et impulser à l'enfant qui sera demain. Les premiers poutres d'identité sont inculqués à l'âge de 5-6 ans. Et à ce moment-là, nous les psychologues, on a ce qu'on appelle l'autosuggestion, c'est-à-dire le discours qu'on se donne à soi-même. Mais si le parent substitue l'autosuggestion à travers ses propres propos, l'enfant intègre dans son évolution les propos que lui suggère son parent. Et donc l'enfant commence à se sous-évaluer, à se mésévaluer, à se méconsidérer et donc se considère comme un bon à rien. S'il y a des enfants comme M. Niemek qui gracieusement peuvent avoir la force de supporter cela, il y en a aussi qui malheureusement n'ont pas cette force-là. Et donc si cette fille aujourd'hui décède, si j'avais dit que cette fille s'est suicidée, aucun ne serait en train de rire aujourd'hui. Peut-être M. Niemek aurait dit, bon, elle a choisi, mais on serait tous en train de compatir à la mort, estimant que c'est un cas extrême. Donc, il faut comprendre que cette fille est en état de dépression. Ça, c'est le premier point. La dépression, c'est à 2 stades. Mais avant, il y a la déprime. La déprime, c'est un affaissement de l'humeur. La dépression mineure se caractérise par certains symptômes. Perte de l'appétit sexuel, perte de sommeil, tout ce que vous imaginez. Et la dépression majeure se caractérise par une seule chose, l'envie de se suicider. Donc cette fille est en cas de dépression majeure, c'est un problème fondamental. Je ne peux pas négliger parce que je suis psychologue, vous aurez compris pourquoi. Deuxième chose, ce papa, il est malade. C'est un papa qui a, dans son évolution, été victime de schèmes comportementaux et de schémas qui lui ont fait croire qu'on ne peut vivre que par la violence. Autant je cautionne, je suis adjuvant à l'idée d'une rigueur éducative manifeste, autant bien sûr je relève que cette rigueur doit être dosée en fonction du prototype. Et là, monsieur Ella a raison quand il dit on gère les choses au cas par cas. Il faut doser la rigueur et doser la violence en fonction de comment l'enfant se présente à vous. Parfait, ici je vais te dire une chose qui peut choquer. Moi, monsieur Niemek, je lui en parle souvent en privé, moi, j'ai pas aimé mon père. Et pourquoi? Parce que justement, étant plus jeune, j'étais un enfant qui était extrêmement fragile, mais super intelligent. Toujours premier à l'école. Mais mon père était très violent verbalement, très violent physiquement. Je ne l'ai pas aimé. Mon modèle de père aujourd'hui, c'est un de mes oncles qui est mort en 2015. Il s'appelait Mbenoun Gilbert. C'est lui qui, était déjà assez grand, m'a rééduqué en quelque sorte. Je lui rends hommage quand même. Est-ce que vous pensez, Bernardo, vous maintenez la parole, oui. Pensez-vous, avez maintenant un peu plus de recul, vous êtes devenu grand, votre père apparemment vous violentez beaucoup comme vous le dites. Est-ce que vous avez l'impression qu'il voulait vous tuer ou alors voulait faire de vous un vrai homme? J'avais juste l'impression que sur le coup, ça peut être insultant, il manquait d'intelligence parce qu'il n'avait pas compris que mon grand frère est très fort physiquement. Donc les coups qu'on lui administrait l'ont rendu beaucoup plus fort. Moi, la violence dont j'étais victime m'a détruite. Je suis sincère. Ce qui fait que mon grand frère jusqu'aujourd'hui est très fan de son père. Chez moi, c'est tout le contraire. Au point où j'ai un autre modèle de père. Ce qui fait qu'en fonction du produit qui est à vous, il faut doser la rigueur et la violence. Je suis d'accord sur cette. Votre père est encore en vie? On pourra en parler un autre. Donc, je pense que cette jeune fille aujourd'hui est victime d'un papa qui ne cherche pas à comprendre que peut-être elle est plus fragile que d'autres enfants, qu'il doit être rigoureux, certes, parce que pour éduquer, il faut être rigoureux. Je vais vous amener sur un autre terrain. Oui, parfait. Mais peut-être un terrain un peu plus osé. Blaireau a commencé à vouloir faire allusion, mais bon, on a tous rejeté rapidement l'idée. Mais le contexte actuel est de temps en temps bizarre. On a vu des parents, des papas qui voulaient faire également des choses bizarres avec les filles. D'autres en ont fait. Est-ce que nous ne voulons pas déjà faire un procès en sorcellerie à ce papa, mais est-ce qu'il est quand même imaginable de soupçonner que peut-être le papa en question veuille amener cette jeune fille, qui est sa fille, au lit? Parce que d'autres l'ont fait. Peut-être que la fille a honte, a peur de te dire cet autre pan de la situation. Elle préfère vous dire que mon papa me violente, mon papa me parle mal, mon papa fait ceci. C'est hypothétique. En l'état c'est une hypothèse. Oui. On ne peut élaguer, on ne peut vraiment éluder aucune hypothèse. Vous voyez, donc c'est hypothétique, sauf que dans ses propos, elle ne me l'a pas dit. Peut-être elle me le dira quand on se verra en face. Ce par quoi moi je veux sortir, c'est que
Les parents doivent comprendre que le premier pilier de l'éducation, c'est le sentiment. Parce que le sentiment est lié à l'âme. Pour éduquer votre enfant, rendez-le amoureux de vous. L'être humain écoute celui qu'il aime. La femme écoute l'homme qu'elle aime. L'homme écoute la femme qu'il aime. L'enfant écoute le parent qu'il aime. Voilà pourquoi les mères éduquent, parce que les enfants aiment beaucoup plus leur mère que leur père. Donc, si votre enfant ne vous aime pas au départ, soyez violent, soyez tout ce que vous voudrez, vous perdrez votre enfant peut-être parce que éduquer un enfant, c'est tenter de concilier deux mouvements contraire. Le premier, laisser l'enfant être qui il est. Le second, dire à l'enfant ce qu'on pense bien pour lui. Et pour le faire, il faut avoir une mixité et une juxtaposition de comportement assez particulier. Donc, je dis, les parents doivent être éduqués à ce que, oui, il faut être rigoureux, mais il faut tenir compte du profil de l'enfant que vous avez. Aujourd'hui, moi, s'il fallait recommencer ma vie, je changerais de père. Je le dis à la télé. C'est vrai. Pourtant, il me payait l'école comme il y avait à votre père jusqu'à présent. Mais oui. Et pourtant, il y a plus de 30 ans. Mais attends, pourquoi ce papa n'a pas pris le machette de vous a coupé le cou? Sauf que j'aurais pu me tuer moi-même à un moment donné. Oui, révérend docteur. Je veux prendre d'abord le vol. Vous savez comment on a détruit la société aux États-Unis? Non. On a enlevé au père le pouvoir d'éduquer les enfants. On les a tous mis en prison. Tout le monde. Ça, c'est... Va vérifier. On se comprend. On mettait tous les parents, les papas. On laissait l'éducation aux mamans et l'État disait, OK, avant le child support, le soutien. Vous allez... Maintenant, je veux dire, je suis d'accord avec le fait qu'ils disent qu'il faille doser la qualité en fonction de l'enfant. Donc, il faut éduquer les parents. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un enfant va venir dire que je veux me suicider. Vraiment, excusez-moi. Dans les années 80, le suicide n'était pas à l'ordre du jour au Cameroun. Révérend, je suis d'accord avec pourquoi. Mon fils, qui est en Europe, m'appelle colonel. Oui, c'est bon. C'est ce que ça veut dire. Que tu es dur. Moi, je suis un bassa. Oui, je n'ai pas dit non, mais je suis comme ça. Dans le nez, en 91, c'est dur. En 82, elles sont parlées de suicide. On est là. Le suicide est pas bon. Je ne suis pas sûr que le père de Bernardo a fait à Bernardo ce que mon père m'a fait. Le prototype. Non, mais moi, j'aime terriblement mon père. Moi aussi, j'aime. Mon père, quand il rentrait et que vous aviez tardé à ouvrir la porte, il prenait un seau d'eau, il versait sur le lit de chacun. Mon père lui secouait les clés. Donc, il ne tombait pas la porte. Mon père avait la moto, tu devais dormir en pensant au bruit du père. Il demandait, tu dors dans ma maison, comment je suis dehors? Quand mon père te trouvait en train de laver les habits, il prenait ses habits, il disait, mais c'est le savon de qui que je vois ici? Tu disais ton savon. Et mes habits sont ici, pourquoi? Il mettait ses habits dans tes habits et tu commençais par ses habits. Donc tu suspends. Donc il y a fait beaucoup d'autres choses. Oui. Je peux pas. J'habitais à 5 km de l'école. À la sortie d'EDA et j'allais au lycée classique d'EDA. À pied. Et quand j'allais courir le matin, il avait picolé le soir, il disait qu'on ne réveille pas le lion qui dort. Mais aujourd'hui, c'est mon plus grand complice. Je dis que c'est il ne faisait rien de tout cela par haine. Il avait de bonnes intentions, il voulait que je sois un homme fort. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui puisse me faire peur. Donc, et lui-même s'étonne, parce que hier, il me disait que, mais attends, quand tu parles des fois à la télé, moi j'ai peur. Je dis, tu as peur de certaines choses. Hein? Nous allons lire les nombreux messages jusque-là enregistrés. Un message qui nous vient du plus 33, c'est la France. Bonjour le panel et bon début de semaine à tous. Bien des choses à mon frère Bertolo. Donc on s'en va, c'est Jean-Louis Ndema depuis Paris. Vous connaissez Jean-Louis Ndema? C'est mon frère. D'accord. Info TV. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Et vous confirmez qu'il est à Paris? Oui, il est à Paris. Parce que d'autres penseront qu'il fait non, je précise, c'est mon ami de classe de C1, CE2. C'est-à-dire que son père était enseignant à la SAR, mon père était enseignant à l'école annexe. Quand je dis c'est mon frère. Il est à Paris depuis à peu près combien d'années? 40 ans. 40 ans. Oui, il est à Paris. Jean-Louis, c'était même un modèle. Quand Jean-Louis va à Paris avec sa mère, on découvre. C'est-à-dire que c'était pour nous quelque chose de spécial. Merci. Très beau garçon. Merci, ça va alors. On va lire d'autres messages. Monsieur Bernardo, je trouve que vous avez absolument raison. Restez qui vous êtes pour nous édifier. Catherine Doudja est également connectée. Bonjour parfait, il y a ton riche panel. Et bon début de semaine pour la dénonciation. Parfois, il y a les parents qui exagèrent. Moi, à mon âge, parfait, je n'ai jamais oublié les traumatismes que j'ai subis en Afrique
l'on néglige beaucoup l'éducation des enfants d'une part. Bernardo a raison. Autre message ce jour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Jacques Descounou, après avoir écouté monsieur le psychologue, j'ai très envie de lui dire que c'est cette diplomatie avec les enfants qui est parfois la cause des problèmes d'homosexualité et tout ce qui va avec. Cette fois-ci, je vous amène au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour aux démineurs, pardon, perfecto. Dites à Blériot que j'écoute l'émission en travaillant et il va me faire mourir de rire sur les patients. Il dit tellement de vérité en humour que même la concernée va en rire. Et j'espère prendre tout avec stoïcisme. C'est une jeune fille qui a de l'avenir et il ne faut pas qu'elle le gâche. Aussi simplement, c'est dans les situations difficiles qu'on a obligation de s'armer suffisamment. Et après, la pluie, celui-là, il est en Italie, il est médecin. Un fidèle téléspectateur aussi. La diaspora vous suit beaucoup, hein, sachez-le. Merci beaucoup. Bonjour, Espace Miné. Bernardo a totalement raison. Je pense qu'il y a un fan club Bernardo, hein. Les enfants qui aiment le fromage, le jambon, avec un peu de miel. Mais en fait, c'est ça, il y a un clivage générationnel. C'est ça dont je voulais parler, qui est clair. Oui. Moi, par exemple, j'ai été élevé avec un père qui était très dur avec moi. Sauf que j'ai été élevé en dehors du Cameroun. Et mon père m'élevait comme si j'étais au Cameroun. Ce qui fait donc que, comme Bernardo le disait, l'éducation qu'il m'administrait avait des effets différents parce que ce n'était pas la norme dans l'environnement. Et aujourd'hui, il faut accepter que l'environnement qu'on connaît est en train de changer. Donc, y compris nos enfants ici, beaucoup de gens sont ici, mais ils vivent en Occident. Ouais. Ah ben, vous venez de dire donc ce qui est grave. C'est-à-dire que comme nous observons ailleurs, que c'est les enfants désormais qui éduquent leur père. Parce qu'un enfant dit à son père, je vais te traiter. Ouais. Ça, c'est le... Non, un enfant dit à son père, je vais te traiter. Le clivage et les changements culturels, c'est le premier. Non, pas toi. Le deuxième point, c'est qu'on se trompe sur l'objectif de l'éducation. L'objectif de l'éducation, ce n'est pas de montrer à l'enfant que la vie est dure. Ce n'est pas de reproduire le système Ce n'est pas ça, ce l'enfant. n'est pas ça l'objectif. Lui donner L'objectif de les outils pour l'éducation, mener sa c'est ça. propre vie. C'est de donner à l'enfant suffisamment de confiance pour affronter le monde. Les enfants qu'on bastonne à tort et à travers deviennent donc ce qu'on voit là. C'est-à-dire que des gens qui ont un déséquilibre psychologique, qui peuvent envisager nous sommes vous me permettez de terminer, s'il vous plaît. Vous me permettez de terminer, s'il vous plaît. Le dernier point, donc, c'est que depuis donc, que nous, on bastonne nos enfants comme des chiens, qu'est-ce que ça donne? Mais ça donne les produits comme Les produits que vous voyez sur le plateau, ça donne le produit. Ça donne une société qui est anonymique. Non. Notre société, beaucoup de Camerounais ont des problèmes psychologiques, abusent de l'alcool, des stupéfiants. Vous pensez que c'est les gens qu'on a laissé aller. Ah, d'accord. Mon père ne me laissait pas boire l'alcool. Je suis désolé. Pas l'alcool. Très bien. On va lire d'autres messages. Bonjour au plateau du 10-12, le plus regardé en télévision en Afrique au sud du Sahara. Vous êtes tous tocos. Pour la dénonciation, cette fille doit revenir sur terre et prendre du temps pour discuter et comprendre la réaction de son père. Waouh, Blériot Nyemek Koro, une femme a traité et m'a permis de connaître les femmes. Aujourd'hui, Blériot va seulement nous finir avec ses histoires. Respectons les grands et qui ont vécu sacré Blériot. C'est Jules Hervé Format depuis Bata qui envoie le message. Oui, c'est le 240. C'est la Guinée équatoriale. Autre message, bonjour, le Phénix. Il n'y a aucune différence entre Bernardo et cette fille. Aucun parent ne déteste un enfant brillant. Il voulait juste son bien. C'est Djibril Anjamena qui envoie le message. Bonjour, les Bao. Parfait, une personne qui veut se suicider ne dit pas. On constate seulement. Ça encore, c'est pas vrai. Il y a l'idéation du suicide et ensuite on commence à passer à l'acte. Ça, c'est les scientifiques. Il faut qu'on vous revoie. Non, en fait, ce message soigne la malade. Oui. Il y a une façon, quelqu'un l'a dit ici, moi j'ai ma façon ironique de vous amener à comprendre qu'il faut laisser votre projet. En tout cas, le précédent message, c'est Rodrigue Tchoudje, baganté de luxe Douala Bonanjo, et qui a envoyé le message. Hein. Je repars du côté de Paris, où on est connecté. C'est le plus 33. Bonjour parfait et toujours merci de nous édifier chaque matinée.
matinée. Suis un fan inconditionnel et je passe le bonjour à tout le panel, particulièrement à mon grand frère, le docteur Ella, qui est mon modèle dans les conseils et la façon de voir la vie. Il a bien expliqué, car nos parents du côté de Loum n'ont pas toujours été tendres avec nous. Ça, c'est mon frère. Un autre frère toujours de Paris. Oui, ça c'est... Mon père était enseignant, il a passé 20 ans. Sauf qu'on ne demande pas la tendresse, merci, on demande le dosage. Alors, je vais prendre ce message qui nous vient du 242. Là, c'est le Congo. Le Congo est connecté ce matin. Bonjour au panel. Tout le monde n'est pas adepte de la violence, car il faut bien que le parent puisse mieux dialoguer avec sa fille. Si celle-ci lui a fait part de ses frustrations, la fille doit aussi être sincère, car si sa mère n'en parle pas à son mari, cela voudrait dire que cette fille doit revoir son comportement. C'est Elon Marx qui envoie le message. La mère a c'est simplement que monsieur Elon. Moi, je connais d'autres papas. Si la mère tente d'en parler, il a pas sa tabac. Non, la maman sera bastonnée. Dès pas arriver, donc la maman elle-même a peur de son mari, elle ne veut rien dire. Mais ça existe. Il y a des papas qui traumatisent les familles ici. Ils traumatisent toute la maison. Ils traumatisent toute la maison. Ils traumatisent même les voisins. Permettez-moi de lever un mythe et je vais trahir M. Niemek. Ah bon? Oui, je vais le trahir. Vas-y. Les gens à la télé ont l'impression que M. Niemek est dur, il est violent, il est ci, il est ça. Il est doux envers ses enfants, doux comme le coton. Mais oui. Vous entendez parler? Oui. Peut-être que M. Niemek il ne gère pas les problèmes le comme bâton et la carotte. Quand son enfant dérape, je dirais il regarde l'enfant, il gère avec le bâton et la carotte. Est-ce qu'il tape ses enfants? Non. Non. Parfois ici, Bernardo me connaît après toi. Je ne tape pas. Le charisme est suffisant. On ne me dit pas non. On ne me dit pas non. On ne me dit pas que je suis fatigué. Mais je te dis ça en douceur. Vous savez, moi j'ai été formé par un proviseur au niveau du charisme ou de l'autorité. Nous avions un proviseur qui était toujours souriant. Et il vous disait que la commission qu'il vous donne là, c'est parce qu'il vous aime beaucoup. Mais vous étiez obligé de faire. Il vous disait, va faire ça, monsieur Niemek. Tu sais, Maniewaboué, je t'aime beaucoup. Va faire. Mais il vous envoyait faire un travail difficile. Donc moi, je ne demande pas aux enfants s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Le contrat, c'est que dès que je te dis, tu fais, on rit tous. Voilà. Donc, bonjour à tous sur le plateau. Concernant la dénonciation, je voudrais simplement dire qu'en Afrique, on n'éduque pas, on initie. Le suicide, c'est sur les blancs. C'est Bako de Yaoundé. Bako pense que vos histoires de suicide, là, c'est pour les blancs. Parce que même l'initiation est dosée. Le dosage. Parce qu'il y en a qui deviennent fous. Mais sauf qu'elle est un peu excessive. Si elle a pu constater à 5 ans, à 18 ans, moi je suis d'accord de ceux qui pensent qu'elle devait faire des ajustements. Elle ne peut pas se suicider. Puisque si elle n'a que la solution de son père, elle n'a pas d'oncle. Je vous ramène du côté de Paris. Le plus 33 est encore connecté et c'est Honoré depuis Paris et qui envoie le message là. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour parfait et toujours merci de nous édifier chaque matinée. Suis un fan inconditionnel et je passe le bonjour. Je pense qu'on avait lu ce message. Il l'a envoyé à plusieurs reprises. Alors, prenons donc... Prenons encore un message. Honoré Chamambo. Voilà un autre message qui nous vient encore de Paris, c'est le plus 33. Parfait, j'ai demandé à mon fils de me donner une poubelle d'eau au frigo. Il me dit que j'ai oublié... Bon, il voulait peut-être une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau au frigo. Il me dit que j'ai oublié de dire, s'il te plaît. That's it. Ça, c'est cette question. Non. Bon, vous parlez. Est-ce que moi, mon enfant peut me dire? Qu'est-ce que tu as commencé à Non, je serais étonné même de me mettre à rire parce que je vois que vous voulez blaguer. Bonjour à vous, ravi de suivre Espace Miné pour la première fois. Très belle émission à mon avis. La jeune fille doit seulement supporter son père. Elle est dans la phase d'éducation très solide. C'est pas le moment qu'elle doit lâcher ou se suicider. C'est Bénédicte de Simborg qui envoie le message. Bénédicte dit que c'est la première fois qu'elle suit Espace Miné. Bénédicte, on va donc te dire bienvenue au club. Alors,
Bonjour à toi parfait et à ton excellent panel. Notre société est dans cette dérive, justement parce que le modèle d'éducation qui nous a façonné a été laissé pour adopter des modèles importés dans lesquels l'enfant croit être celui qui fixe les règles. C'est Arthur de Yaoundé qui envoie le message. J'ai un message ici. Ce n'est pas ça. Il faut m'envoyer la fille là. Je vais lui redonner goût à la vie. Vous voyez donc. Bon, j'espère qu'il ne veut pas nous donner goût à la vie d'une manière. Non, mais il y a Voilà. le ton Voilà donc des prédateurs. dans le Voilà. message. C'est le message ici. Si. Parce que c'est mon De toutes les façons, nous marquons une autre touche pause. Bon retour sur le plateau. Que d'expériences racontées en off. Je vous suggère de vous occuper maintenant de l'instant de l'analyse. Et comme nous vous le disions en ouverture ce matin, nous allons parler des nationalistes africains avec une interrogation. Ces derniers ont-ils été reconnus par leurs différents chefs d'État? Avant toute chose, je voudrais d'abord que nous soyons au même niveau d'information. Et on va d'abord passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Qu'entend-on par nationaliste? C'est quoi un nationaliste? Parfait, ici, l'histoire est souvent ingrate. Si certains revenaient aujourd'hui, vous sentirez qu'ils ne seront pas honorés de leur vivant. Les grands noms que nous avons aujourd'hui n'étaient pas honorés de leur vivant. Le nom, le concept nationaliste est né beaucoup plus tard. Mais dans le cas spécifique, il s'applique spécifiquement à l'Afrique dans un certain cas. Parce que l'Afrique a été privée de sa beauté nationale. Du fait d'être une nation ou d'être des nations. Les uns nous ont privés de ça par l'esclavage, les autres par la colonisation et toutes les formes d'impérialisme que vous connaissez. Alors nous désignons par nationaliste ces Africains-là qui se sont battus pour restaurer la dignité du peuple ou de la nation africaine, chacun dans sa région spécifique. Ils y ont laissé quelques-uns leur vie, pour certains, d'autres leur carrière, leur famille. On peut en citer parmi ceux qui sont morts en Afrique du Sud, vous avez quelqu'un comme Steve Biko. Mais à côté de Steve Biko, il y a quelqu'un qui a survécu, Nelson Mandela, Rolihlahla Madiba Mandela. Et là, j'ai pris un cas comme celui-là. Au Cameroun, il y en a qui ont survécu, il y en a qui ont été assassinés. Parce que la politique française consistait à éliminer physiquement ceux qui s'opposaient à la politique française en Afrique. Donc, beaucoup sont morts, mais ils sont morts pour l'amour qu'ils avaient de la restauration de la dignité de l'homme africain et donc de la nation africaine. Merci Pierre Blériot d'avoir planté ce décor. Je vais donc passer la parole au révérend docteur Ella Bertolo. Au moment où nous avons déjà planté ce décor, ma question est celle de savoir si ce nationalisme représente véritablement quelque chose pour l'Africain que tu es, que nous sommes. Oui, à 100%, le nationalisme est une chose qui m'incarne de manière forte. Je veux peut-être être un peu aux antipodes de ce que Niemek vient de dire en me concernant. Allons-y. Parce qu'à côté de ce que le ressentiment qu'on a pour l'amour de sa nation et les avantages qu'on voudrait tirer des biens de sa nation sont deux choses. Ounomé pour moi était un nationaliste. Mais à côté de Ounomé au Cameroun, il y a des gens qui n'étaient pas des nationalistes. Bon. Qui utilisaient le nationalisme pour fond de commerce. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont battus pour l'indépendance, qui se battent encore aujourd'hui. Ils sont nombreux. Je n'ai pas envie de vous dire que moi, on m'a interdit de passer dans beaucoup d'espaces ici dans le monde, parce que je revendique quelque chose. Mais, est-ce que je revendique ça parce que j'estime qu'on est en train de prendre à l'Afrique ce qu'il y a de plus cher? Un peu comme on disait tout à l'heure, on copie beaucoup chez eux nous-mêmes, alors qu'on a des choses qui sont importantes chez nous. Les Ounobé, les Wandji, à côté de ces grandes têtes, il y avait beaucoup de tricheurs. C'est pourquoi on a eu la peine à rendre directement un salut direct à ces gens. Pourquoi? Parce que les maquisards
ce qu'on appelait les maquisards, avaient un comportement qui était loin d'être de nationalisme. Nobel, lui, quand il allait se battre, c'était que se battre pour que la France libère le Cameroun. Mais quand quelqu'un se bat pour prendre le champ du voisin, c'est pas le nationalisme. Donc, les maquisards ne se battaient pas pour faire partie les expatriés qui nous exploitaient. Ils se battaient pour spolier le voisin. C'est pour ça que à Ezeka, le maquis était vrai parce que ces gars affrontaient de face les Occidentaux. Mais du côté de chez nous, en Konsamba, mon père a vécu une situation qu'il m'a racontée à moi. Il a vu sa vie sauf que parce qu'il s'est mêlé aux morts. Incroyable. On arrive dans un bar ouvert et les gens sont là. On tire sur des hommes, sur des gens de votre nation et on part. Qu'est-ce qu'on revendique en tuant les citoyens du pays? Non, rien. Donc, moi je dis, il faudrait qu'en termes de reconnaissance des nationalistes au Cameroun, qu'on essaie de faire. Parce que les gens demandent qu'on ouvre les pages de l'histoire. Quand ils seront ouverts, ils ne feront pas que de tiens, nous sommes les victimes directes de ce genre des actions. Bon, il y a Pierre Bleuret qui va raconter une ou deux précisions. Oui, je vais apporter parfois ici parce qu'en fait, je viens de suivre le révérend. Il y a certains qui jettent de l'huile sur du feu sur une situation peut-être qu'on ne leur a pas bien expliqué. Je ne vais pas justifier. Mais vous voyez, ce qui a énervé le professeur Bayebek dernièrement, quand on lui a posé la question de savoir si Oumiobe était un saint. Oui. Bayebek a certainement pensé à toute la douleur qui était chargée dans la mort de Oumiobe et des autres. Ouais. Dans tout mouvement, il y a des extrémistes qui entrent en jeu et il y a des dérapages. Vous appelez aujourd'hui l'économie de la guerre. Il faut préciser, à côté des historiens qui sont des historiens de salon, qui veulent rendre service à l'Occident. Les nationalistes ont été poussés de force à prendre des armes. Poussés de force. Et même, à cause de Oumiobe, ils ont manqué de prendre les vraies armes. Tellement Oumiobe ne voulait pas de la guerre qu'il a refusé une offre que les communistes lui avaient faite. Parce que si Oumiobe avait été belliqueux, et qu'il avait pris les armes en ce temps-là, je crois que ça aurait été une guerre beaucoup plus difficile pour la partie adverse. Malheureusement, poussé au dernier retranchement. Qu'est-ce qui arrivait donc souvent, Berthelot? C'est que dans les différents maquis, les gens qui étaient dans le maquis avaient demandé à ceux qui étaient hors du maquis de ravitailler le maquis. Quand ils ont eu l'impression qu'il y avait des traîtres qui ne voulaient pas faire le travail, les extrémistes sortaient du maquis et venaient se ravitailler et brutalement, quelquefois tuaient même certaines personnes. Parce que nous avions ce qu'on appelait donc les cocons chez nous, les traîtres. Ceux qui tentaient de trahir les maquis, voyaient leur famille systématiquement exterminée par certains maquisards. Pratique que par exemple Ruben n'approuvait pas, mais il ne pouvait pas contrôler tous les maquis. Faut-il le dire, Ruben était dans son maquis avec très peu de personnes. Il n'y avait pas un seul maquis. Il y avait plusieurs maquis, mais il y avait des extrémismes. Merci. On évolue dans ce débat d'une portée essentielle. Bernardo, les maquisards, comme certains ont appelé, mais que nous appelons sur ce plateau les nationalistes, avaient certainement une doctrine. Oumiobe, on nous a dit qu'il avait une doctrine. Patrice Lumumba avait une doctrine. Sékou Touré avait une doctrine, pour ne prendre que ces cas. Avez-vous l'impression que cette doctrine a porté des fruits? Oui et non. Oui, parce que le nationalisme est sous-tendu par une idéologie, par une volonté de voir les choses faites d'une certaine façon. Et au Cameroun aujourd'hui, même si Oumiobe et ses affidés sont décédés physiquement, il y a quand même des personnes qui ont encore cette flamme en elles et qui, bien sûr, essaient de se battre au quotidien pour que les choses aillent mieux. Mais je reste sur la question posée dans la thématique. Les nationalistes africains ont-ils été reconnus par leur chef d'État? C'était impossible à la réalité qu'ils soient reconnus par leur chef d'État. Parce que dans le nationalisme, il y a nation.
Et les juristes attribuent à la nation l'idée d'une unicité populaire avec une unicité historique, donc un groupe de peuples qui a une histoire commune. Au Cameroun, vous allez voir par exemple que les Bassa ont une histoire, les Fulbe ont une histoire, voilà. Donc, tous ces petits groupes peuvent constituer des nations. Tandis que l'État, c'est une forme beaucoup plus englobante de toutes ces nations-là, avec un système gouvernemental mis en place. Pourquoi est-ce que c'était impossible? Les nationalistes revendiquaient et réclamaient effectivement une indépendance et une autodétermination. Tandis que les États qui sont venus n'étaient institués que pour perpétuer, pour pérenniser la volonté des colons. Donc les Blancs ont donné l'indépendance à ceux qui n'en voulaient pas. À tel point que ceux qui sont venus à la tête des États africains étaient simplement des opposants aux nationalistes qui, eux, voulaient clairement que les pays émergent. On connaît un peu le distinguo. C'est donc partant de cela que les chefs d'État ne pouvaient pas reconnaître, rendre hommage à ceux qui se sont battus parce qu'eux, ils étaient là uniquement pour faire la volonté des colons. Entre-temps, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, comme la majorité des États africains qui avaient donc eu cette indépendance dans les années 60 ans plus tard maintenant, avez-vous quand même l'impression que ces nationalistes dont-là, ceux-là qui ont donné de leur sang, de leur vie, ont été reconnus? 60 ans ces plus tard. Ces nationalistes sont reconnus par leur nation. De quelle manière? Cela signifie qu'aujourd'hui, par exemple, moi qui suis Bassa, oui, je m'incline devant la mémoire de Ruben Oumiobe. Ça c'est vous. Voilà. Vous n'êtes pas chef d'État? Non, je veux dire, par leur nation, je parle bien sûr du groupe communautaire qui a une histoire commune, la nation. Mais par les États, c'est impossible parce qu'il est possible jusqu'à présent que certains gouvernants ou certains suppôts-gouvernants restent embastillés. Vous voyez. Donc cette possibilité fait en sorte qu'on puisse intégrer l'impossibilité opposée de rendre hommage aux personnes qui se sont battues. Donc, tant qu'il n'existe pas un vrai schisme, une vraie césure, une vraie fraction entre les colons et nos gouvernants, il est impossible que hommage soit rendu aux personnes qui sont profondément battues pour la cause nationale ou pour les causes nationales. Paul, je vous pose une préoccupation. Le discours de Oumiobe, le discours de Patrice Lumumba, le discours de Sékou Touré, le discours de Kwame Nkrumah, le discours de Nelson Mandela et autres, est-il toujours d'actualité? Alors, ce qu'on appelle les nationalismes africains, c'est un concept qui recouvre beaucoup de réalités diverses et variées. D'abord, je pense que je suis d'accord avec ce que Bernardo a pu dire. La nation, c'est un concept qui peut s'appliquer à différentes entités en Afrique. Quand on dit nationalisme africain, on peut parler de ceux qui considèrent l'Afrique comme une nation, des panafricanistes. C'était d'ailleurs leur idée, beaucoup de nationalistes qui voulaient faire de l'Afrique pratiquement une nation. Une nation. Oui. Ça c'est le premier niveau d'analyse, qui analyse le niveau continental, et il y a beaucoup d'acteurs historiques qui ont œuvré dans ce sens-là. Jusqu'aujourd'hui, il y a des partis politiques qui sont des partis politiques panafricains. Je pense à l'EFF en Afrique du Sud, par exemple, avec Julius Malema. Et on peut citer beaucoup d'autres, même ici au Cameroun. Quelqu'un comme Hubert Kamga, c'était un panafricaniste. Ah, paix à son âme. Ouais. Il avait écrit un ouvrage. Et malheureusement, nous ne lisons plus beaucoup. Cet ouvrage était intitulé « Ce pourquoi je me suis battu ». Il faut le lire. Hubert Kamga. Il était mon ami. Les gens vont... Hubert Kamga, il était mon ami. C'est pourquoi je me suis battu. Vous poursuivez, Paul. Alors, quand on descend du niveau africain, il y a les États-nations. Les États-nations qui font leur irruption en Afrique du fait colonial, à cause du fait colonial. C'est-à-dire qu'il y a le partage qui s'est fait à Berlin, qui a divisé l'Afrique en une cinquantaine d'États. Et donc, ces États-là sont aussi des nations. C'est-à-dire qu'il y a le nationalisme camerounais. Comme il y a le nationalisme africain, il y a le nationalisme camerounais. Il y a le nationalisme sénégalais, il y a le nationalisme ivoirien, il y a le nationalisme sud-africain. Si on descend encore, il y a des nations qui prédatent les nations modernes. Ce sont les nationalités, disons, ethniques, tribales, entre guillemets. Donc vous pouvez avoir une nationalité Bassa, une nationalité Ekang, une nationalité
je ne sais pas, Bakweri. Et donc, il y a 3 niveaux auxquels on peut appliquer le concept de nation en Afrique. Alors, quand on parle de nationalistes africains, donc, il faut savoir à quel niveau on situe la problématique. Maintenant, sur la question même de ce que c'est qu'une nation, parce que je pense que ça a été évoqué par tous les panélistes, mais je voulais revenir rapidement là-dessus. C'est en fait quoi une nation? Il y a 2 grandes thèses qui s'entrechoquent. Il y a la vision allemande de la nation. La vision allemande de la nation, c'est un peuple, une histoire, une langue, un destin, pour faire court. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait un élément racial, il faut qu'il y ait des implications historiques très fortes, il faut qu'il y ait, disons, parfois même une cosmogonie, une façon de voir l'univers qui se recoupe pour qu'on fasse nation. De l'autre côté, il y a la vision française de la nation, qui a été conçue par Ernest Renan, qui considère que la nation, c'est l'objectif commun, c'est-à-dire que c'est la vision commune qui constitue ce que c'est qu'une nation. Et donc on a donc ces 2 visions. Et une histoire commune. Maintenant, si on prend les identités infranationales ou infra-étatiques africaines, au Cameroun, Bassa et Tone, pour que tout le monde comprenne rapidement, là vous avez des éléments constitutifs de la nation allemande, mais pas nécessairement les éléments constitutifs de la nation française. Et donc quand on remonte au niveau du Cameroun, il y a les éléments constitutifs de la nation française, et certainement pas les éléments constitutifs de la nation allemande. Quand on va au niveau de l'Afrique, là ce sont des débats qui ne sont pas encore complètement fermés, mais vous avez quelqu'un comme Cheikh Anta Diop qui parle de l'unicité culturelle de l'Afrique noire, et donc pour lui, la nation c'est l'Afrique. Et donc jusqu'aujourd'hui, son assistant Théophile Obenga, quand il fait une conférence, il a la carte de l'Afrique derrière, parce qu'il considère que son pays c'est l'Afrique. Alors, dans tout cela, où se situent donc les chefs d'État et la reconnaissance des nationalistes? L'État, maintenant, c'est une réalité différente de la nation. L'État, c'est, bon, si on prend la définition classique que les politologues utilisent, la définition weberienne, c'est le groupe qui réussit à revendiquer avec succès le monopole de la violence légitime. Et donc, qu'on soit donc de la thèse primordialiste, qui considère que les nations arrivent avant les individus, ce qu'on appelle l'existentialisme, ou qu'on soit de la thèse constructiviste, qui considère que les nations sont des outils, des choses manipulées par des individus à des fins politiques. Parce que si vous prenez par exemple un pays comme l'Italie, je crois que tout le monde connaît l'Italie, mais l'Italie existe depuis 1861. Avant 1861, presque la deuxième moitié du XIXe siècle, il n'y avait pas d'Italie. C'est une invention pour répondre à quoi? Aux attaques des Austro-Hongrois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un certain nombre de peuples, ils avaient un ennemi commun, ils ont décidé d'inventer une nation pour pouvoir mobiliser face à l'ennemi commun. Donc, du coup, il faut donc bien saisir la position dans laquelle les chefs d'État africains se trouvent. Et la position n'est pas uniforme ou homogène sur le continent. Ça se comprend parfaitement qu'au Cameroun, on demande les nationalistes africains ont-ils été reconnus par les chefs d'État. Mais si vous partez au Zimbabwe, le parti qui a libéré le Zimbabwe a eu le pouvoir au Zimbabwe. La ZANU qui est devenue la ZANU-PF. Tout à fait. Si vous partez en Afrique du Sud, c'est bien l'ANC qui est au pouvoir en Afrique du Sud. Et malgré un parti qui a libéré un pays extrêmement difficile à battre aux élections. Ça, c'est aussi quelque chose que les politologues étudient. Donc, au Cameroun, on a eu le maquis au Cameroun. On a eu la guerre d'indépendance au Cameroun. C'était une guerre cachée. Ce qui fait donc que l'histoire de la libération du Cameroun... L'histoire de la libération du Cameroun n'est pas encore pleinement vidée. Il y a un problème national camerounais. On a eu des travaux, par exemple, de quelqu'un comme Achille Mbembe. Monsieur Niemek parlait d'onirique plutôt. Il a écrit un livre qui s'appelle Éléments d'onirique au maquis du Sud Cameroun. Donc, où il a eu accès au journal intime d'un certain nombre de maquisards. Et il raconte le maquis par le truchement du journal intime. C'est-à-dire que et donc c'est ce genre de travaux qui ont permis de mettre en lumière, disons, l'apport des nationalistes, des maquisards, des indépendantistes pour la cause nationale. Donc je pense que c'est un sujet qui est complexe, qui demande qu'on réinterroge notre façon de voir le monde. Moi je suis constructiviste, je considère que pour qu'on ait une société debout et forte, il faut qu'on considère les nations comme des outils qui doivent servir l'homme et non pas asservir l'homme. Merci. On va lire d'autres préoccupations, nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour parfait, je pense que c'est une mauvaise manière de déformer l'histoire. On ne peut pas dire que les autres ne voulaient pas les indépendances. C'est très faux. La lutte n'est pas seulement violente.
Autre message ce jour. Parfait ici. Merci pour la qualité de vos invités. Le cours sur le nationalisme du doctorant à l'IRIC m'a fait prendre le bic et le papier. Merci. Autre préoccupation ce jour. Bonjour au panel et à vous-même, monsieur Haïssi. Pour la dénonciation, bon, nous ne sommes plus au niveau de la dénonciation. Hein. Je préfère prendre votre message. Là, vous parlez donc de la thématique du jour. Et qu'est-ce qu'il dit? Les nationalistes africains, en leur temps, n'ont pas été reconnus par leur chef d'État de l'époque du fait que ces derniers y avaient été placés pour la plupart par les forces impérialistes occidentales et davantage françaises pour le cas du Cameroun. Le plus important est la prise de conscience par les peuples africains de leur droit à l'autodétermination et de leur droit à pouvoir disposer d'eux-mêmes, les richesses du sous-sol et par exemple. Cet éveil est le soubassement sans lequel la souveraineté véritable, socle du développement global et inclusif, ne saurait être une réalité en dépit du seul levier budgétaire qu'ont nos pays, hélas. Levier devant être couplé avec le levier monétaire qui manque cruellement pour atteindre le plein épanouissement comme c'est le cas dans un grand nombre de nations émergentes. Aujourd'hui, c'est Blaise Sida à Yaoundé et qui nous envoie ce message. Alors, quelqu'un dit ici... alors, je ne sais pas ce que la personne dit. Hein. C'est Bénédicte qui dit que c'est sa première fois de suivre Espace Mini. Là, c'est une chanceuse. Moi, le Phénix a lu mon premier message à la 63e tentative. C'est Djibril Anjamena. Incroyable. Perfecto. Lorsqu'on vous parle d'un bon leader africain, reconnu comme tel, demandez la date de son décès, car généralement, il est déjà au cimetière. Ici, chez nous, on devient héros une fois dans la tombe. Dans la même lancée perfecto, il faut dénoncer les nationalistes autoproclamés aujourd'hui qui, rentabilisant la culpabilité occidentale, au lieu de redresser la tête à l'Afrique, ils entretiennent la transe collective des jérémiades qui assurent les subsides. À part tissonner les brasiers d'aujourd'hui et réactiver les bûchers d'hier, que nous proposent nos nationalistes aujourd'hui? Ils sont trop enlisés dans le passé pour impulser une quelconque libération collective. Gouvernés par le ressentiment, la bouche pleine d'anachronismes, ils énoncent rarement une proposition utile à l'élaboration d'une passerelle vers l'avenir, mais restent des dangereux manipulateurs. Je pense là, une certaine dame de Suissesse, son frère franco-béninois, entre autres, qui sont des indignes descendants de Kwame Nkrumah. Et si les pères pouvaient deviner ce qu'il advient parfois du fruit de leur âpre bataille, Senghor, Oumniobé, Sankara, Anta Diop, Chinois, HB, Césaire, et j'en passe, ont tout fait pour baliser le chemin pour nous. Hélas, aux ordres de qui veut, ces marionnettes survivent des réseaux, cooptation et renvoi d'ascenseurs, là sur des prébendes, libres à ceux qui se détournent de l'horizon, de stagner dans les sombres critiques de l'histoire. L'affrontement perpétuel dans la mare saumâtre du passé ne mène nulle part. C'est l'Auric. Wonderful. Le message était long, l'Auric, mais bon. Il questionne quelle est la pertinence de ce nationalisme-là aujourd'hui. Moi, je lui renvoie. Paul, je vous dis d'abord un truc. Tu sais, l'Auric qui écrit là, c'est un enfant de 19 ans. Hein. Ah, d'accord. C'est un enfant de 19 ans. Maintenant, vous pouvez réagir. Bon, allez-y. Je réagis différemment. Voilà. donc, déjà, je le félicite pour sa plume. Ah, ouais. Je le félicite pour sa plume, pour la qualité de sa culture générale. Tout à fait. Mais par contre, je l'invite donc à se documenter davantage sur ce que le panafricanisme a à proposer aujourd'hui. Vous prenez, je fais cette image simple. Vous prenez le Nigeria. Le Nigeria est entre deux pays. À gauche, il y a le Bénin, à droite, il y a le Cameroun. Le Nigeria, c'est la première économie d'Afrique. Le Bénin, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Le Cameroun, c'est un pays intermédiaire. Bon, quand vous écoutez les chaînes nigérianes, vous lisez les livres des politologues nigérians, vous regardez l'état du débat public, vous vous rendez compte que le Nigeria a les mêmes problèmes
en exactement les mêmes termes que le Cameroun et le Bénin, c'est-à-dire népotisme, tribalisme, tous les ismes que vous connaissez. Ils posent ces problèmes-là au Nigeria. Mais qu'est-ce qui fait que le Nigeria a quand même cet essor économique? C'est la taille du pays. Donc l'intégration continentale est un enjeu central pour l'Afrique. Central. Merci, Paul Yomba, pour cette autre précision. Pierre Bleriot-Niamey, on a suivi Loric tout à l'heure, il revient quand même sur un aspect pour moi important. Il faudrait que nous puissions définir ou bien déterminer ces nationalistes et le fustige le comportement de beaucoup d'entre eux qui sont simplement les nationalistes du ventre. Oui, mais il faut d'abord préciser. Quelqu'un vous a écrit pour dire que vous faisiez entorse à l'histoire, que tout le monde revendiquait. Ce n'est pas vrai. Oui, mais il faut peut-être, parce que c'est pas pour lui. Lui, il a déjà son parti pris. Mais c'est pour éclairer. Il dit que tous revendiquaient l'indépendance. Mais voilà, chacun avait sa technique de combat. Lorsque Oumniobé se retrouve aux Nations Unies en 1952, devant la 4e commission, il fait face à l'opposition radicale d'un Camerounais appelé Dr Okala. C'est-à-dire aux Nations Unies. Oui. Mais c'est lui qui dit à Oumniobé que personne ne t'a envoyé ici demander l'indépendance. Nous ne sommes pas encore prêts. Nous voulons que la France continue de nous administrer. Docteur Okala. Il dit ça à Oumniobé, donc il est l'adversaire de Oumniobé. Ce n'est pas un blanc. Les histoires des Camerounais ne sont pas commencées. Je vous dis que c'est un propre Camerounais qui va contrer Oumniobé aux Nations Unies. Maintenant, pour aller plus loin, le parti politique qui va devenir l'UC et après l'UNC est à la base un parti politique créé par un Français, le BDC, le Bloc démocratique camerounais, par Louis-Paul Ojoula. Donc, Amadou Ahidjo et André Mbida sont des gens que lui, Paul Ojoula, a mis dans un parti politique. Et ce parti politique-là était contre l'indépendance du Cameroun et soutenait l'administration française. Au Cameroun. Quand les premières élections, parce que les Camerounais sont organisés, il y a un trucage d'élections qui fait gagner les élections au BDC. Mais le trucage est tellement grand que le nombre même de... Oumniobé dit que... Vous nous avez donné des voix qui font que maintenant, associé à vos voix, ça dépasse le nombre de votants. Vous auriez dû enlever encore. Chez nous, voilà la réaction de Oumniobé. Il dit, mais parce que on donne tellement, bon, on vole tellement, mais comme il faut quand même donner quelque chose à l'Union des populations du Cameroun, Oumniobé, après avoir fait les calculs, il a dit que non, mais frère, vous avez raté. Il fallait encore nous enlever des voix parce que vous ne pouviez pas enlever chez vous. Il fallait enlever chez nous. Les voyages de Ruben Oumniobé étaient payés par des souscriptions publiques. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les gens font, c'est les Camerounais de tous bords. Ce n'était pas une affaire de Bassa. De tous bords qui se réunissaient et cotisaient de l'argent. Et il lui disait que tu iras là-bas autant de fois. Et s'il vous plaît, Dr Okala, lors du deuxième voyage de Oumniobé, se plaint que lui ne bénéficie pas autant que Oumniobé des souscriptions publiques. Dans ce cas-là, la France a payé le voyage des antinationalistes pour aller combattre les nationalistes. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, ce que le jeune Loric dit, c'est qu'il y en a qui demeurent dans le passé. Loric et autres, je vous dis, on ne peut pas vider le passé sans se dire la vérité. Il y a une tentative de généralisation de la situation. Vous avez aujourd'hui que le corps de Oumniobé traîne encore en route. Oui, il traîne en route comment? Il n'a jamais été enterré chez lui. Comment ça? Le village de Oumniobé est là, il n'y a pas son corps là-bas. On l'a traîné pour le ridiculiser, on l'a amené dans une broussaille à Ezeka. C'est-à-dire, vous êtes, votre village de Nkolovan. Si on vous enterre en Bankomo, c'est pas chez vous? Non. D'accord, Oumniobé n'est pas enterré chez lui. Mais parce que Bankomo est le chef-lieu, et qu'on voulait ridiculiser Monsieur Parfait ici et toi, on le traîne, quand on arrive en Bankomo, on dit on peut le balancer. On dit on peut balancer. Bon, d'ailleurs, vous ne pouvez même pas lui donner des obsèques dignes. Il faut donc qu'on se réconcilie avec nous-mêmes, au-delà des plateaux de télévision, que ceux qui ont le pouvoir prennent sur eux de faire un panthéon dans lequel Oumniobé ne doit même plus aller à son pec. Il doit aller dans un panthéon avec beaucoup d'autres. Que l'État du Cameroun se réconcilie avec la nation camerounaise. À partir de là, on pourra reconstruire notre histoire. Les autres nous ont blessés, ils nous ont opposés les uns aux autres.
Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons aujourd'hui? Très bien. Quand je vois les prétendus UPC se battre, ils sont d'ailleurs allés s'empoigner dernièrement sur la tombe de Oumniobé. Oh mon Dieu, quelle honte! C'est-à-dire, au lieu de tenter d'honorer Oumniobé, ils sont allés le déshonorer. Merci Pierre Blériot, révérend docteur Ella Bertolo. Il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble. Je vous suggère la précision et un peu plus la concision. Alors, que faut-il faire? Pierre Blériot a commencé à dire ce qu'il faut faire, mais je vous passe aussi la parole. Que faut-il faire pour redorer le blason de ceux qui ont donné leur sang pour que nous soyons libres? Je suis comme tous les Camerounais qui pensent que, et le frère Niémé venait de le dire, on doit repenser l'histoire du Cameroun, la réorganiser. Est-ce que la vraie histoire du Cameroun est même déjà d'abord enseignée dans nos écoles? C'est autant de... C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut déjà... Bon, quelqu'un va dire qu'il faut ouvrir les... Quelqu'un va dire les archives. Les archives. Les mettre en point d'or. C'est-à-dire les écrire en lettres d'or. Tout commence par là. On doit faire... Parce que il ne sert à rien de dire Oumniobé, on va sur sa tombe, alors qu'on n'a pas encore réussi à mettre en lettres d'or les causes pour lesquelles Oumniobé s'est battu. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit ouvrir ces archives, honorer cette histoire. Maintenant, comme disait l'autre, aujourd'hui, les role models sont morts. Si un enfant pouvait comprendre pourquoi Oumniobé est mort, il serait en train peut-être de se battre, de continuer la bataille là où Oumniobé s'est arrêté. Moi, je pense humblement qu'on doit donner aux Camerounais les vraies versions de l'histoire du Cameroun. Donner à chaque héros de cette bataille sa place, de la manière la plus belle. Ce n'est pas en faisant jeter des monuments. Merci. Bernardo Basson, de là où Oumniobé est couché, pour dire, comme pour parler comme Blériot, en route, de là Lumumba est couché, en tout cas ce qui restait de lui. Lui encore, c'est de là où Sékou Touré est couché, pour ne prendre que ces cas-là, sont-ils fiers de nous qui sommes restés? Bien sûr que non, ils ne peuvent pas être fiers. On a un devoir d'histoire, un devoir de mémoire. Vous savez, lorsque vous regardez un peu ailleurs, en Europe par exemple, parmi les gens qui ont construit le continent, en France, vous avez peut-être le cartésianisme, ça finit par isme. Vous avez le gaullisme, vous avez le maoïsme en Chine. Ça veut dire il faut exhumer l'idéologie des pères nationalistes et en faire pratiquement une religion. Voilà. Parce que si on réussit à s'unir autour de cet idéal commun, on a des chances de construire une véritable nation camerounaise ou africaine. Tant qu'on va rester à supputer, à saupoudrer et à se laisser pénétrer par des personnes, ce que Loric a dit m'a surpris. Et je vais l'appeler pour lui dire, parce qu'il a cité deux noms, de manière indicative, qui sont des panafricanistes ou nationalistes avérés et affichés, mais qui dans le fond sont des intrus. Et ici, on se comprend, lui et moi. Il me dira d'où il tire ces éléments, on en parlera. C'est pour dire qu'il y en a aujourd'hui qui viennent sur la place publique, qui vantent ci ou ça, mais qui au fond ne le sont pas. Donc, tant qu'on n'a pas exhumé l'idéologie fondamentale qui a sous-tendu la vision de ces personnes-là, et qu'on n'a pas fait une vraie religion, je pense qu'on aura du mal. Donc, une fois qu'on aura réconcilié tout cela, coordonné tout cela, on pourra vraiment avoir une vision beaucoup plus globalisante. Ça, c'est l'une des suggestions que moi je propose. Paul Yombo, dernière prise de parole. Nos nationalistes qui sont partis, que faut-il faire pour redorer leur blason? Monsieur Niemek parlait tout à l'heure d'utopie. Alors, le mot utopie, c'est une invention d'un philosophe anglais qui s'appelle Thomas More. Et Thomas More, il écrit aussi donc Utopia. Utopia raconte la guerre la bataille de Thermopyles entre les Grecs et les Perses. Et donc, c'est une bataille qui a fait l'objet de beaucoup de reconstructions historiques avec le film 300, que beaucoup doivent connaître. En tout cas, c'est une bataille qui raconte comment 300 soldats spartiates ont battu une armée composée de plus de 10 000 hommes. C'est une exagération. Ils étaient à peu près 1000. Mais toujours est-il que la disproportion était de 1 à 10. Il y avait 10 fois plus d'hommes du côté des Perses que du côté des Spartiates. Alors pourquoi? La question que Thomas More se pose, c'est qu'est-ce qui fait que les Grecs battent les Spartiates? La réponse qu'ils trouvent, c'est qu'ils se battent pour leur propre idéal.
pour leur propre liberté. Et donc l'utopie, l'image qu'on se fait du succès, de notre avenir commun, c'est ça qui nous permet de nous mobiliser et de travailler dur et de ne pas voler l'argent de l'État et de faire appliquer l'ordre et de respecter le droit parce qu'on est profondément convaincu que l'ordre qu'on défend est un ordre juste qui nous amène collectivement vers un destin meilleur. Et si on a aujourd'hui tous les problèmes qu'on a sur le continent, et particulièrement au Cameroun, c'est parce qu'il y a une panne de vision, il y a un déficit d'utopie. Il faut des nouvelles utopies, un nouvel imaginaire pour l'Afrique. Et donc, une partie de ça, c'est de redorer le blason de ce qu'on considère comme étant les trailblazers, les gens qui ont posé les jalons de l'Afrique qu'on veut voir demain. Très bien. Merci, c'est par ces belles paroles de Paul Yombo, chercheur en sciences politiques, plus précisément en relations internationales, du côté de l'IRIC, que nous allons tendre à mettre un terme à ce programme. De toutes les façons, on dira bravo à tous ceux qui sont encore des vrais nationalistes. Ils sont certes plus nombreux. Bravo également à ceux qui se considèrent comme étant des panafricanistes, mais pas les panafricanistes du dimanche. Nous nous comprenons. Merci au révérend Docteur Bertolo. Merci à Pierre Blériot-Niemek. Merci également à Bernardo Basson. Le journal de la mi-journée, c'est dans exactement 7 minutes. N'oubliez pas, à 19h, journal en anglais, 20h, journal en français. Dans 45 minutes environ, vous allez retrouver les Amazones, les plus belles filles de la Terre. Et selon Blériot, les plus excitantes aussi. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs, à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ?